Déjà, alors, je vais remercier Jill Evans pour l'invitation sur la thématique retenue. Nathalie en particulier, merci d'avoir organisé ce temps. Donc la thématique qu'on va partager ensemble, c'est la relation avec les riverains. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on le fait, mais ça veut dire qu'il faut qu'on perpétue, ou je sais pas, qu'il faut qu'on continue à communiquer. Je regarde les professionnels là qui sont devant moi sur qu'est-ce qu'on fait dans cette relation riverain. Donc la première partie, moi je vais vous partager avec vous où on en est, je veux dire légalement, juridiquement, sur cette relation riverain. Et puis après, il y aura une partie témoignage, débat. Je crois que ça se passe comme ça. C'est parti. Je vais m'habituer. Ça marche. Ce qu'on voulait partager en introduction avec vous, c'est que cette question de la relation avec les riverains, elle est pas neuve. Hein. On a toujours eu, je parle au nom des professionnels, hein, on a toujours eu ce souci. Je prends un exemple qui commence à dater un peu, mais dès 2016, on avait suite à un contexte un peu tendu, je parle en Saône-et-Loire, on avait déjà engagé une réflexion en se disant qu'il faut qu'on communique mieux. Toujours, je parle toujours au nom des professionnels. Un effort de communication où on ne voulait pas n'être qu'en réaction, hein, que gérer des points chauds, parce qu'on avait déjà plusieurs points chauds. Point chaud, ça veut dire que très concrètement, sur une commune, une personne, un secteur, on avait des points d'alerte ou des choses à aller gérer dans nos fonctions diverses et variées, syndicalisme, chambre d'agriculture. Et l'objectif pour nous, il était simple, hein, instaurer un dialogue et refaire du lien entre viticulteurs et usagers du territoire, au sens large, donc les habitants, les élus, les travailleurs, les collectivités. On s'est aperçu très vite aussi qu'il fallait qu'on vulgarise et qu'on explique le métier de viticulteur. Ça paraît très bête, mais c'était un des premiers piliers, hein, de ces actions. Hein. C'est qu'on s'apercevait assez vite que dans la population, on appelle ça sur le territoire, il y avait une méconnaissance du métier de viticulteurs, mais d'agriculteurs en général, quoi. On avait une population qui était là et qui ne savait pas trop ce qui se passait, qui pouvait confondre pas mal de choses. Et puis, on en profitait, là, ça aussi c'est toujours bon de le faire, hein, c'est repositionner la viticulture, ou plus généralement des activités agricoles sur un territoire. Voilà ce qu'on avait déjà relancé. Et ça avait pris, alors désolé, ça va être un exemple bourguignon, mais on a le même avec l'ODG des Crus du Beaujolais, hein, et puis les organisations professionnelles beaujolaises. Il y a le parallèle. Hein. On a fait des documents de communication, et ou alors, avant qu'on soit sur un aspect réglementaire, on avait déjà produit, côté bourguignon, une charte qui s'appelait Engager nos terroirs, dans nos territoires, et dont l'objectif était peut-être de répondre à ce qu'on a vu avant, des objectifs de communication, avec déjà à l'époque des petites plaquettes de sensibilisation, d'explication du métier, et des engagements des agriculteurs et des viticulteurs pour être à l'écoute des demandes et puis pour expliquer leur métier. Donc ça, c'était avant. Voilà, des petites... voilà ce qu'on avait pu produire, que ça soit en Bourgogne ou en Beaujolais. Et puis, il y a eu les aspects réglementaires qui sont arrivés juste après, où on nous a demandé sur des zones très spécifiques. Hein. C'est les zones qui entourent, on va dire, les habitations, les riverains, de produire un document plus engageant, réglementaire. Et on a travaillé ça donc avec les différentes organisations professionnelles qui sont citées ici en 2019. Donc ça, c'est dans toute la France. Hein. C'était des chartes, ce sont des chartes départementales
On a fait une première version, nous, en 2019. Et vous l'avez su, pas su, cette première mouture a été finalement abrogée. Voilà, il y a eu des mouvements de contestation vis-à-vis de ce premier travail. Et du coup, on l'a refaite en 2022. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est la charte d'engagement départemental pour la Saône-et-Loire des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, donc, dont l'objectif était de formaliser les engagements des agriculteurs du département à respecter les mesures de prévention des riverains, habitants et travailleurs. Je déroule et puis après on passera aux questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Dans cette charte, 4 engagements, je vais vous les présenter. Un premier, mais qui est toujours dans le même esprit, qui est d'informer sur les traitements. Une information générale. Quand je dis qu'il est toujours dans le même esprit, ce qui nous était demandé par l'État, c'est encore d'expliquer à la population civile, alors désolé pour un peu les termes un peu bateaux, mais aux riverains, aux habitants, à tout le monde, le métier. Et pourquoi ils traitent? Pourquoi les agriculteurs traitent? Pour vous, encore une fois, je pas une grosse assemblée, donc je vois à peu près les professionnels, je vois les représentants. Enfin, pour vous, et même pour nous techniciens, c'est évident. Enfin, pourquoi je traite le mildiou, pourquoi je traite l'odium, mais il faut se mettre à la place de l'habitant, lui. Qu'est-ce qu'il en sait, quoi? Qu'est-ce qu'il en sait de la problématique mildiou, s'il n'est pas fils de viticulteur, fille ou fils de viticulteur? Qu'est-ce qu'il en sait on va parler d'autres choses en grande culture. Qu'est-ce qu'il connaît de la septoriose? J'en connais un peu moins. Qu'est-ce qu'il connaît? Voilà. Donc on a besoin. Donc on s'est engagé. Nous, on a des petites fiches qui sont sur le site de la Chambre d'agriculture qu'on essaye de relayer. C'est des fiches. Alors je ne veux pas le faire en direct parce que j'ai peur de ne pas maîtriser l'informatique. Mais c'est des fiches assez basiques, synthétiques, qui expliquent pourquoi on traite le mildiou, pourquoi on traite l'odium, en grande culture, pourquoi on traite telle maladie. Premier niveau d'information, c'est un engagement. On le fait. Deuxième engagement, celui-là on n'a pas trop le choix, c'est un engagement réglementaire. Donc, il y a bien ces DSR, distances de sécurité riverains, plus ou moins connues. En tout cas, elles existent, elles sont définies juridiquement, qui font qu'on doit respecter ces distances qui vont de, allez, on va dire 3, mais on verra après, 3, 5, 10, 20. C'est des distances qui, en fonction du produit utilisé ou de la culture couverte, font que c'est une distance minimale à respecter entre la limite de propriété et la dernière buse de la dernière surface couverte par la buse. Ça dépend du système d'application. En tout cas, le dernier rang couvert par la protection phytosanitaire. Donc là, on s'engage, on n'a pas le choix, à respecter cette réglementation. Troisième engagement, qui est de mettre en place un comité de suivi. En fait, donc, 1, on informe, 2, on respecte la loi, et puis la vie étant ce qu'elle est, les hommes étant ce qu'ils sont, il peut toujours y avoir des cas conflictuels. Donc là, on s'est engagé, nous, toutes les organisations professionnelles, à mettre un comité de suivi. Ça veut dire que si un riverain, si un maire, mais même un agriculteur qui peut se plaindre, les trois, s'il y a une personne qui se plaint en disant mais ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, avant d'appeler la gendarmerie, on va le dire comme ça, ou la gendarmerie du végétal, le SRAL, il y a un contact qui s'appelle vivreensemble@sl.chambagri. Vous envoyez un mail et du coup on entendra la réclamation et on constituera un comité qui recevra les plaignants et on essaiera de traiter le problème. Et puis celui-ci qui fait beaucoup parler, qui est le 4e engagement. Ouais, je reviendrai sur celui d'avant peut-être après. Celui-ci, c'est peut-être le plus impliquant, parce que bon, quand on doit respecter la loi, c'est respecter la loi. Celui-ci,
C'est ce qu'on appelle informé sur les périodes d'application. Donc c'est, j'ai oublié les termes, l'information individuelle. C'est-à-dire que chaque agriculteur qui, dans cette zone, pas partout, hein, dans cette zone autour des habitations, va appliquer une protection, c'est de la prévenance individuelle, voilà, je cherchais le terme exact, doit prévenir l'habitant de cette application. C'est réglementaire. Dans cette zone, hein, pas partout, mais vraiment dans la distance de sécurité riverain. Les modalités, alors c'est pour ça qu'on m'avait demandé de mettre en avant agressivis. C'est pas ce qui est écrit dans la charte. J'aime bien le répéter. Hein. Je suis pas un vendeur d'agressivis. Et c'est pas comme ça que c'est écrit dans la charte. Ce qui est écrit dans la charte, c'est que le mode de prévenance, il est au choix de l'agriculteur, du viticulteur. Ça peut être de l'oral, un coup de téléphone, une rencontre. Le problème, c'est que c'est pas tracé. Mais en tout cas, c'est prévu. Il faut qu'ils préviennent en disant je vais traiter. Donc je passe un coup de fil. À vous de voir. Ça peut être du SMS. Je crois qu'on aura un témoignage plus tard. Ça peut être du SMS, ça peut être du mail, enfin peu importe les médias, je sais pas, du réseau social, c'est un peu ouvert. Et nous, on a développé à la Chambre de Saône-et-Loire une application qui s'appelle Agressivis, qui est un autre mode, qui est un autre canal hein, qu'on a souhaité développer, qui est une application qu'on télécharge, que le riverain doit avoir aussi téléchargé. Et dedans, on pousse cette information, ce qu'on appelle pousser. On pousse cette information et voilà, l'information est passée. Voilà, c'est dit, c'est redit. Il y a peu importe les modes, ce qui est important et ce qui est réglementaire, c'est d'être ça, on l'oublie, c'est cette information individuelle. J'en ai bientôt terminé. C'était les 4 engagements des agriculteurs. Il y en a peut-être un qui n'est pas bien mis en avant, pas souvent. Il y a aussi un engagement des 2 associations de maires, l'association des maires de Saône-et-Loire et l'association des maires ruraux de Saône-et-Loire, où eux, ils s'engagent aussi à veiller à contrôler le développement des zones urbanisées en périphérie des zones de traitement. C'est un engagement des maires, enfin des 2 associations de maires, pardon, de contribuer et de participer au dialogue entre la société civile et les professionnels agricoles, et jouer le rôle de médiateur par l'intermédiaire du comité de suivi, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre de situations conflictuelles. Donc il y a des engagements agriculteurs, mais il y a aussi des engagements des maires. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Après j'ai des choses, mais c'est un peu hors sujet, où on avait déjà partagé que les agriculteurs ou les viticulteurs, je vais juste mettre la diapo d'après, mais je ne vais pas la développer. Ça, c'est des engagements très réglementaires, c'est par rapport à la charte riverain, mais les agriculteurs sont souvent engagés ou s'engagent de plus en plus dans des démarches de certification où il y a aussi des règles. Alors, je les cite sans les présenter, que ce soit en agriculture biologique, en HVE, en terra vitis, en vigneron engagé. Je regarde, voilà, il y a des systèmes où là aussi cette question du respect de l'environnement et des riverains est abordée. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Des questions, des remarques, des témoignages. On va inviter Florian. Putain, je fais tout, je fais l'animateur aussi, je savais pas, moi, je n'avais pas compris ça. Donc bonjour à tous, donc moi je suis Florian Bonin, viticulteur sur la commune de Saint-Jean-Gaud-de-Cissé. J'exploite 25 hectares en cave coopérative. Je suis donc aussi, on en revient aux certifications, je suis labellisé HVE, j'ai 50 arts de bio et je suis vigneron engagé. Pour ce qui est de mon exploitation, donc sur les 25 hectares, ça concerne une dizaine de riverains. Et sur les 10 riverains, j'ai qu'un seul riverain qui me demande de le prévenir lorsque je sulfate. Donc les autres je leur ai proposé, ils m'ont dit que non, que je faisais à ma guise. Donc je respecte les horaires. Je sulfate jamais les week-ends et j'essaye de ne pas passer entre midi et 2 non plus. Pour ce qui est du riverain qui me demande des informations, donc j'ai démarré par SMS. J'ai envoyé les SMS la veille pour le lendemain.
Et après, il y a eu Agrissivis, donc j'ai essayé de la mettre sur Agrissivis. Par contre, ça répondait pas du tout à ses attentes. En fait, elle comprenait pas quand elle recevait le message, quand est-ce que j'allais passer. C'était pas assez clair pour elle. Donc du coup, il y a eu un échange un peu houleux à un moment où elle m'a dit non, ça me convient pas du tout. On revient à l'ancienne technique, c'était très clair, c'était très simple, ça m'allait très bien. Donc du coup, je suis repassé au SMS et donc je la préviens le plus tôt possible. Quand je sais que je vais sulfater le lendemain, en général, j'envoie un SMS dans la journée de la veille. Et sauf année compliquée où il y a des fois des créneaux qui sont très, très courts. Si je dois la prévenir le matin, j'y passe pas dans l'heure qui suit ou les 2 heures. Je repousse mon passage au plus loin pour qu'elle ait bien eu l'information. Et a priori, j'ai pas de soucis. Quand on se croise, on se dit bonjour. Quand il n'y a pas de problème avec ça. Juste, j'ai changé ma manière de faire aussi sur les SMS. Au début, je lui disais, je vais peut-être traiter entre tel jour, soit demain matin, soit demain après-midi. Et elle a interprété ça comme une proposition. Donc, je lui disais, je préfère demain matin, parce que demain après-midi, ça m'arrange pas. Donc, du coup, après, j'ai dit, je traite tel jour et je laisse pas d'ouverture de choix. Mais pour l'instant, je touche du bois, ça se passe très bien et j'espère que ça continuera ainsi. J'allais venir justement sur le type d'information que tu partages. Donc là, c'est plus clair. Tu dis c'est le jour. Ouais. Tu te donnes une Oui. heure. Non, un créneau, matin, quoi, après-midi. Ok. J'essaye, ouais. Très bien. Pas un créneau parce que en général, quand je traite vers elle, vu que c'est ou tout de suite à côté où je fais le plein de remplissage de phyto, j'y vais tout de suite. Soit le matin, c'est tout de suite la première heure, soit l'après-midi, c'est tout de suite la première heure en début d'après-midi. D'accord. Et ça lui convient. Ouais, oui, plutôt. En tout cas, j'ai pas de retour de sa part. Après, il y a sa maman aussi qui est dans le village où j'ai ma vigne, j'ai une route qui nous sépare et puis je suis en plus bas, donc elle est très très loin. Elle voulait que j'avertisse aussi sa maman. Donc je lui ai dit, votre maman, je préfère que vous la préveniez. Elle est pas dans la zone, elle était à plus de 20 mètres. Donc j'ai dit, je considère pas que je dois la prévenir. Mais quand je vous envoie un message, vous pouvez lui transmettre l'info. En général, quand je fais mon exploitation, je la fais tout dans les mêmes périodes. Et surtout que sa maman, vu que c'est pas dans une DSR, je la fais pas en produits bio, contrairement à elle. Donc je passe une fois tous les 15 jours, contrairement à elle où je passe en général une fois toutes les semaines dès qu'il n'y a plus, quoi. Donc je l'avais prévenu aussi quand j'ai dit je vais y faire en produit de contact. Elle était super emballée par ça. Elle est plutôt fervente du bio, tout ce qui est matière de contact. Donc j'ai dit je passe. Elle dit ça c'est parfait, ça me va très bien. Et par contre, j'ai dit par contre ça engage que je passe 2 fois plus, quoi. Il dit mais c'est pas un souci, moi, du moment que c'est du cuivre et du soufre, ça me va. Donc voilà. C'était ma deuxième question, mais déjà tu as répondu. J'allais te poser la question de savoir si ils allaient même te questionner sur le type de produit utilisé. Donc là, la personne, ouais. Tu as répondu, tu as même. Ok. Donc tu préviens de la période, du type de protection. Je lui dis du départ que c'est cuivre et soufre. Après, je lui dis pas quel type de soufre, si c'est de l'hélio ou. C'est bon. Mais je lui dis du départ que c'était cuivre et soufre. Très bien. Tu respectes la réglementation, c'est parfait. Ouais. Ouais, une question. Par rapport aux horaires de traitement, parce qu'on entend tout dire. Donc, nous, déjà, on a des vignes en Saône-et-Loire et on a aussi des vignes dans le Rhône. Et a priori, dans le Rhône, c'est beaucoup plus restrictif. Donc, je voulais savoir s'il y avait quelque chose d'officiel en Saône-et-Loire par rapport aux horaires. Alors, en Saône-et-Loire, ça va être vite fait. Il n'y a pas de restriction. Donc, non, il n'y a aucune restriction d'horaire. Donc, on ne peut pas vous attaquer ou vous incriminer sur des horaires. Même la nuit. Même la nuit. Mais sinon, on reste dans l'esprit. Alors, je vais essayer de le porter, cet esprit. Je ne sais pas si j'ai été clair. Cet esprit le mieux, c'est de communiquer. Certes, la loi te le permet. Je te tutoie. La loi te le permet. Mais c'est peut-être bienvenu aussi de communiquer si on veut garder une bonne relation avec les riverains. Et aussi, mais là, j'ai bien aimé aussi ta remarque. Si on veut aller sur des aspects réglementaires, il faut aussi avoir, tu l'as fait naturellement toi, ces histoires de distance de sécurité. Tu t'es même été au-delà, toi tu l'avais en tête qu'il y avait 20 mètres. Au-delà de 20 mètres, à la limite, tu pourrais dire je passe à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, parce que réglementairement,
les deux, on m'oblige à rien. Bon, dans les deux cas, c'est pas mal d'essayer effectivement de communiquer sur ces pratiques. Voilà. Mais pas de. Et côté Rhône, je m'engagerai pas parce que j'avoue ne pas savoir. Mais en tout cas, ouais, les week-ends aussi. Ouais, il y a pas de. Oui, oui, c'est pas comme la tonte, je sais pas. Non, non. Vous êtes dans une pratique professionnelle, donc c'est autorisé. Moi, j'évite de traiter les entre midi et deux, parce qu'une fois, je me suis fait réprimander par un autre riverain, mais que maintenant, j'ai plus de contact avec. Où c'était midi et demi, 1 heure. J'étais tombé en panne le matin, donc normalement, je fais 4 heures. Et il a débarqué, il a dit: je suis en train de manger sur ma terrasse, tu sors tout de suite. Et alors, mon père était là, heureusement, à calmer, parce que je suis plutôt sanguin. Mais du coup, après, oui, du coup, je lui ai donné raison dans le sens où après, j'y retourne pas entre midi et deux, j'essaye de finir ailleurs. Mais sur ce coup-là, oui, j'ai compris que c'était les riverains préféraient pas entre midi et deux. Mais encore, enfin, je rebondis sur ta question. C'est vrai que ça pose la question de la connaissance de la réglementation par l'agriculteur, quoi. Enfin, il y a plein de choses à faire, connaître toutes les réglementations. Celle-ci, moi, elle est assez simple, hein, normalement. Normalement, elle est assez simple. Mais oui, oui, connaître la réglementation, qu'est-ce que je peux faire, pas faire. Parce que, et à l'inverse, quand vous êtes attaqué sur des aspects, des gens qui vont dire t'as pas le droit, bah, il faut aller vérifier si effectivement t'as le droit ou pas le droit, quoi. Des fois, il y a des gens qui parlent fort, mais c'est pas vraiment. Ils connaissent pas bien la réglementation, quoi. Et moi, pour les riverains, je traite pas les week-ends, c'est pas pour les riverains, c'est parce que si je tombe en panne, j'ai pas de dépannage. Un petit aspect pratique. D'autres questions dans un tout petit communauté? C'est pour les enregistrements. Oui, moi, ma question, c'est par rapport à cette charte d'engagement, notamment, tu l'as dit, la 4e, qui est d'avertir les riverains comme le fait Florian. C'est est-ce que si tout le monde ne le fait pas au niveau des viticulteurs, une charte, ça engage tout le monde normalement. Donc, comment vous avez fait vis-à-vis des viticulteurs qui sont un peu réticents ou Non. pas trop partants? Je crois comprendre la question. Comme l'a dit, je vais faire exprès, je vais m'appuyer sur le témoignage très pratico-pratique. Effectivement, en tant que personne t'attaque ou conteste tes pratiques, pour l'instant, nous, on avance collectivement là-dessus et on gère les cas particuliers où, ce que je l'appelais des points chauds tout à l'heure, où réellement, quand un habitant qui dit mais là, moi je la connais et la personne ne la respecte pas. Donc là, effectivement, on doit répondre et j'ai des cas particuliers en tête là, que je vois, où on va aller voir avec des organisations professionnelles, syndicales, on va essayer de... C'est pas raisonner, hein, c'est que la personne respecte à minima la loi. Et là, je suis du côté des professionnels, là. On va voir les personnes qui respectent pas la loi, les agriculteurs. Ça existe, quoi. Mais ce qui est rassurant, enfin, encore une fois, moi, désolé, je vais prendre que des exemples viticoles, mais on est à Vinéquipe, donc je peux. Franchement, sur les 1400 exploitations en Saône-et-Loire, c'est pour situer, hein. Actuellement, on a 2 dossiers, je crois. C'est pour situer la proportion. Là, c'est pas de la socio, mais c'est de la... Voilà, c'est à peu près le niveau de conflit. 2 sur 1400. Moi, je pars du principe que ce qu'on met en avant, c'est le côté négatif, que ce soit les riverains ou les viticulteurs, mais dans la 95% des cas, ça se passe plutôt bien. Ah ouais, Il y a une bonne entente riverain-viticulteur. Mais oui, on préfère mettre en avant où ça va mal, que ce soit les médias ou autres. Mais je suis complètement d'accord. Ouais. moi, dans mon cas, je trouve, nous, dans notre village, il n'y a pas de conflit particulier. En tout cas. À 2 sur 1400, on est même à 0,9999999. Questions, remarques, témoignages, partage. Moi, je suis très content de ton témoignage très concret, quoi. Très, très simple. Bon. Ah, si. Mince. On allait clore et non. 3e question.
Non, non, reste à ta place. Juste pour intervenir sur l'aspect juridique, c'est vrai qu'on a le choix du moyen de prévenance des riverains. Après, étant donné que par mon poste et par ma formation, je vois que les situations conflictuelles, je recommanderais quand même de privilégier les écrits. Donc, avoir un échange verbal, c'est bien, mais le jour où ça commence à mal se passer, on vous dira « je ne suis pas au courant ». Donc vous pouvez prévenir verbalement en passant coucou, je traite demain. Par contre, c'est quand même bien de doubler comme tu le fais avec les écrits un SMS. restent, pas les paroles. C'est tout à fait ça. Et dans l'idéal, quand on voit que la situation commence à être un petit peu tendue, peut-être faire une petite sauvegarde des différents SMS envoyés, parce qu'on n'est pas à l'abri que notre téléphone portable soit écrasé par une chute ou ce genre de choses. Et après, quand on n'a plus aucune preuve, c'est toujours un petit peu gênant. Donc quand on voit que la situation se tend, on fait une petite capture d'écran, un petit extrait de données pour effectivement pouvoir prouver tout simplement qu'on a bien respecté cette obligation d'informer systématiquement les riverains. Moi, je l'ai fait par simplicité aussi. Je trouve que le SMS c'est simple. On n'attend pas de réponse. Que coup de téléphone ou oral, il peut y avoir un répondant négatif en face. Au moins, le SMS, il n'y a pas de. C'est l'information et hop, il n'y a pas d'échange. Oui, Patrice. peut-être pour ajouter, le viticulteur en général est souvent très alerté, très touché de toutes ces remarques qu'on peut avoir. Et vous venez de donner des chiffres, oui, on est bien en dessous du 1% au niveau des accords qu'il peut y avoir entre riverains. Et on s'en rend vite compte, nous, quand on fait aussi nos petites réunions en village, parce que les maires nous demandent de faire ces rencontres. J'en ai encore fait une dernièrement avec une école où les arrangements sont très vite arrivés. Du moins, on trouve très vite des arrangements, des horaires à fixer entre nous pour rajouter autour des écoles. Et en même temps, on se rend compte au niveau de la population, il y a très peu de personnes qui s'intéressent même. Ils s'intéressent plus à nos portes ouvertes, à nos rencontres dans les caves, puisque on parle viticulture, mais qu'à la façon dont on le fait, quoi. Ils sont plus à l'écoute de nos terroirs et de nos arômes des vins que la partie, surtout qu'elle dure quand même très peu de temps, finalement, cette période où on... Ouais. Ouais, voilà. Oui, puis là aussi je rebondis. Là, l'objectif c'était de partager à minima la charte. J'ai bien entendu l'aspect. Cette question médiation sans écrit, effectivement, après, depuis le début, on se la pose, mais pas que nous, hein, en France. Est-ce qu'il faut des écrits pour pouvoir prouver si jamais ça dérape? Mais je rejoins aussi ce que disait Patrice. Il y en a même beaucoup de cas de viticulteurs où ils vont au-delà de la réglementation sur le département. Il y a eu pas mal d'arrangements avec les écoles, les communes, les mairies. Il y a des choses qui ne sont pas dans la charte, qui sont au-delà de la charte. Des définitions d'horaires, je ne citerai pas, souvent on les cite, mais il y a des groupes de viticulteurs qui, en Saône-et-Loire, ont eux-mêmes défini des horaires entre eux sur un secteur, pas très loin de chez toi, on va les citer à Péronne. C'est quoi la distance avec les écoles? C'est les mêmes. Hein. C'est 20 mètres ouais, aussi. c'est 20 mètres. Parce qu'il y a aussi une psychose qui s'installe. Moi, je vois, j'ai mes enfants à l'école de Saint-Jean-Gou, j'ai une vigne à une centaine de mètres et elles savent que j'ai un gros carré. Et quand ils ont su qu'on mettait en place les traitements insecticides, ils ont fait passer un message par le biais de mes enfants, à savoir quand est-ce que j'allais traiter, quel jour, pour qu'ils ne sortent pas les enfants dans la cour. Alors que j'ai ma vigne, j'ai des maisons, et j'ai l'école, et la cour de l'école est encore derrière les bâtiments. Donc je veux dire, j'ai mes enfants dans l'école, il y a eu un risque, j'aurais fait en fonction, là. J'ai un peu été estomaqué, je me suis dit, je veux dire, je vois pas où est le danger. Je veux dire, ils sont très très loin. S'il y avait un danger pour mes enfants, je le prendrais pas. Donc du coup, après, j'ai fait en considération. Donc j'ai essayé de pas passer par les récré. Donc je me renseignais auprès de mes enfants dans l'horaire des récré. Des fois, je passais le mercredi. Ça, au moins, l'école est fermée, il n'y a pas de risque. C'était un peu l'exemple de la commune voisine, mais Patrice en a d'autres où ils ont défini entre eux. Ils ont dépassé la réglementation. Ils ont défini des jours, des horaires. Péronne. Par contre, toujours en fonction des conditions météo aussi, quoi. C'est vrai que quand tu dis pas le week-end, du moins on se rappelle 2021, c'est pas si loin, où il y a certains week-ends, si on voulait pas perdre notre récolte, il fallait passer à ce moment-là.
Oui, moi je l'ai pas fait quand même. J'ai été pris de milieu, mais je l'ai pas fait par rapport aux riverains. Je l'ai fait parce que j'avais vraiment, je suis un poissard. J'avais vraiment, je me dis, je vais démarrer, je vais tomber en panne. Du coup, il y aura du produit inclus, ça n'aurait rien de fait. Donc moi, c'est vraiment, moi, pour le week-end, c'est pas vis-à-vis des riverains. Sinon, je les préviens, c'est pas un souci, mais c'est vraiment vis-à-vis de la faute à pas de chance, de tomber en panne, j'aurais tout gagné. C'est la pratique, ouais, la pratique du poissard. Et sinon, oui, mais ça revient encore toujours expliquer, parce que même ça, si on doit, pour toi c'est évident, Patrice, mais on doit toujours expliquer que là, potentiellement, si on n'intervient pas, on perd une récolte, quoi. Donc voilà, c'est encore une évidence, mais il faut tout le temps être capable de l'expliquer collectivement, quoi. Pour les horaires de nuit, moi, quand je démarre très très tôt, j'ai la chance d'avoir un parcellaire où je démarre très loin des maisons. J'arrive à arriver vers les maisons vers 8h. Donc du coup, ça cadre bien. En démarrant à 4h, oui, si je me débrouille bien, je suis pas vers les maisons avant 8h. 7h30 des fois. Mais... Si on se débrouille bien, tout le monde peut poser une question, mais non, c'est bon. Bien. Si. Une intervention ? Ah, mais venez sur scène. J'avais pas le scénario en tête. Je suis désolé. C'est un témoignage, alors. C'est pas une question. Je te laisse la parole. Eh ben, bonjour à tous. Donc Thomas Durand, vigneron à la Chapelle de Guinchet. Donc je suis jeune, j'ai 24 ans. J'ai 83 arts de vigne en Saint-Amour. Et sinon, je travaille avec mon père, donc sur un total de 11 hectares à peu près. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est que ça se passe quand même pas trop mal avec, on va dire, 95% des riverains. Et le problème, c'est mes vignes amoureux de Saint-Amour, un riverain qui est là pour embêter, on va dire, tout le voisinage, donc plusieurs viticulteurs tout autour. Ils voudraient qu'on traite tous le même jour pour être tranquille. Après, on fait des certifications. Je suis allé à l'école pour apprendre le métier. Et le monsieur croit tout savoir sur la viticulture parce qu'il regarde des reportages à la télé et compagnie. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe le métier. Après, on a essayé de lui faire comprendre que on ne traite pas pour le plaisir, comme ce qui a été dit avant. Hein. Je me répète un petit peu, malheureusement, mais c'est la réalité. On essaye de gratter les vignes, donc déjà, plus de passage de désherbant, donc c'est du temps en plus. Les conditions climatiques ne le permettent pas toujours, bien sûr. Hein. On y voit bien cette année. Donc des efforts, on en fait tous les jours. Quand on se lève le matin, on réfléchit. Parce que toutes les années se suivent, se ressemblent pas. Mais malheureusement, on est dans une période où l'agriculture en général, je pense qu'elle est plus à la place où elle devrait être, sachant que la France, on a l'agriculture la plus saine du monde quand même. Donc les efforts, on en fait. Faire des conférences comme on fait à l'heure actuelle, ça nous prend tous du temps. On pourrait être en train de faire autre chose. Donc si on est là, c'est pour essayer de communiquer, pour faire avancer les choses. Et puis voilà. J'aurai d'autres idées qui vont venir au fur et à mesure de la discussion, mais comme ça. Voilà. Non, mais c'est un très beau témoignage. Merci Thomas. Des efforts faits, des bonnes pratiques et du coup, effectivement, là aussi, on l'a évoqué indirectement tout à l'heure sur les 2 sur 1400. Et d'être confronté, c'est dur à des personnes qui viennent, je veux dire le terme agresser ou agresser, pourquoi pas, agresser un agriculteur en disant j'aime pas ce que tu fais, je voudrais que tu fasses comme ça, quoi. Et et c'est surprenant, c'est surprenant, c'est violent. Puis il faut se justifier, donc... Ça, et puis surtout, moi je suis jeune, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 24 ans. Donc ce que je me dis, c'est dans 10 ans, où on en sera, si à l'heure actuelle, on n'essaye pas de faire des efforts comme aujourd'hui,
dans 10 ans, est-ce qu'on aura le droit de traiter ou pas? Parce qu'au bout d'un moment, l'essence même du métier, c'est de faire du vin. Donc voilà. Après, je vais essayer de te rassurer, encore une fois, nous, ce qu'on voit, et je repartage, j'insiste sur 2 sur 1400. Pas de chance. T'aurais préféré gagner au loto, je pense, ou quelque chose de ce type. C'est sûr. Hein. Ouais, c'est sûr. Comme mais ça, même plus besoin de traiter après. et là, souvent, depuis le temps je regarde Patrice, ça va bientôt faire 10 ans qu'on gère ces points chauds. Là aussi, quand on en parle à des équipes plus spécialisées, c'est des sociologues, voire des psychologues, il faut essayer. Et c'est difficile quand ça tombe sur toi, chez toi. Il faut essayer de mesurer la personne qui est en face de toi, avoir confiance, se dire que tu es dans ton droit, que tu fais bien les choses. Là, je remets l'aspect réglementaire, j'aime pas trop ça, mais dire mais moi, ce que je fais, j'ai le droit de le faire. Donc, t'as rien à m'imposer, t'as pas à m'imposer de changer de mode de production, t'as pas à m'imposer des horaires, t'as pas à imposer. La société est de ton côté en fait. Faut le redire. L'État est aussi de ton côté en disant non, mais Thomas, tu respectes tes pratiques, t'es formé, tu sais faire, donc continue à faire. Et puis la personne, là, à nous, alors nous à notre niveau, on fait de la médiation, mais là c'est les limites de la médiation. Quand la médiation suffit pas, voilà, cette personne. Après, pour rajouter une petite chose, pour pas les citer, mais il y a certains médias qui relayent les informations de cette personne. Et malheureusement, on peut dire tout et n'importe quoi dans le journal ou à la télé, parce que personne ne s'est vraiment renseigné derrière et compagnie. Mais au lieu de toucher une commune de Saint-Amour, ça touche toute une profession dans le journal qui va très loin en Saône-et-Loire. Et puis, pareil pour toute la région. Donc, le gars qui habite à 50 km, il va en entendre parler de ce reportage et puis ça peut le blesser. Et ça, lui, c'est un petit peu son but de taper haut. Non, ça a l'air marché. Ça marche, ouais. Son but, c'est de taper un peu haut pour qu'il y ait le plus de monde touché. Et malheureusement, les gens qui connaissent pas le dossier, peuvent être de son côté, puis ça peut poser des problèmes où il n'y avait pas de problème avant, quoi. Et c'est ça aussi qu'il faut se méfier. Ça, c'est du vécu, c'est du réel. Alors les médias. Médias agriculture, je vais botter en touche. Je vais peut-être on va revenir sur la partie réglementaire. C'est moi qui ai le troisième, je vous le laisse. On va commencer par la loi et après on essaiera de voir ce qu'on peut partager au niveau des médias. Alors là, juste pour répondre sur cette problématique bien particulière, on a quand même une obligation normalement de vérifier ses sources, donc de poser un petit peu le contexte plus général et dans tous les cas, on est en mesure d'exercer un droit de réponse. Donc lorsque ces personnes se permettent d'exposer des faits pas forcément vérifiés dans la presse, nous sommes en mesure de leur rappeler, 1, la réglementation, et 2, la réalité des faits. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont complètement déformées. Donc quand on mentionne des distances qui sont faussées ou des choses comme ça, on peut exercer notre droit de réponse. Et j'attire aussi l'attention des personnes qui se sentent en mesure de communiquer ce genre d'éléments non vérifiés dans la presse. On a aussi ce qu'on appelle un délit de diffamation. Donc si ça va trop loin, on peut aussi appeler les pouvoirs publics et la justice à se prononcer et à prononcer des sanctions pour ce genre de comportement. C'est pas parce que ces personnes ont des contacts dans la presse et se permettent de déballer des histoires sans vérifier qu'elles sont pour autant dans leur bon droit. Et pour autant, Patrice, donc là c'est effectivement c'est la loi. Nous tous, toute organisation professionnelle, avec les professionnels, on essaye de ne pas en arriver là, mais ça nous fait un peu bizarre quand on est dans la médiation, dans l'explication, d'en arriver là, oui. C'est un peu un échec. Puis de faire des efforts. C'est encore, ça, de faire tout ce que vous faites. Parce qu'après, pour revenir aux médias, je vais prendre n'importe quoi comme exemple, mais on va dire par exemple un reportage sur les charpentiers, on va écouter ce qu'ils disent à la télé et le professionnel est plus au courant que nous. Pour la viticulture, c'est pareil.
le gars, entre guillemets, qui n'y connaît rien, bah, il va écouter ce qui se dit dans les médias, parce que c'est par là qu'il y aura les informations. Puis si l'information elle est fausse, bah, ça peut vite créer des conflits inutiles. Je souris bêtement, parce que un journaliste qui est sur la gauche, mais c'est le hasard. Des questions à Thomas, des partages de réflexions, de sentiments, de ressentiments? Si, moi je voudrais vraiment le féliciter Thomas pour avoir eu l'audace et la force de venir ici et puis nous présenter la problématique comme elle est sur le terrain. On connaît un petit peu avec beaucoup Benjamin, tout ça pour la problématique, mais comme ton ressenti a été, du moins en fait c'est une véritable attaque que tu as vécue et je pense que c'est même très bien d'ailleurs que, comme tu l'as souligné, que quelques médias sont ici là et que cette émission est enregistrée et qu'on pourra s'en resservir aussi pour nous prouver ce que nous a aidé Aurélie. Pour nous, si ça ne s'arrête pas, on peut aller plus loin, quoi. Pour la défense de... mais c'est sûr, c'est simplement la défense de notre travail, quoi, seulement. Merci déjà. Et puis... moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour le plaisir, hein, c'est pour justement essayer de faire bouger les choses. Donc, si ça peut servir à quelque chose, je suis le premier qui sera ravi. Puis, je pense que tous les vignerons sont pareils. Voilà. Merci Thomas. 2 beaux témoignages. Encore une intervention. Allez. J'ai pas révisé mon script. Hein. Merci. J'inviterai après. Tu veux t'en aller ou tu restes avec nous? Allez, alors quelques mots effectivement d'un point de vue juridique. Donc moi je suis la juriste de la FDSEA. Je suis spécialisée en droit rural, en droit viticole. Je suis fille et sœur d'agriculteurs et de viticulteurs. Et j'habite dans un petit village viticole à Viré, où notamment la problématique des ZNT à côté de l'école a été particulièrement sensible. Et je dois dire qu'on est toujours surpris de la manière dont réagissent les riverains, dès lors notamment qu'il s'agit de leurs enfants. Alors, la réglementation sur la ZNT a été largement rappelée, donc je vais pas m'étendre dessus. On a aujourd'hui cette charte départementale qui est applicable, qui nous permet de réduire les distances de traitement qui sont fixées par la loi. On a également des démarches particulières vis-à-vis des établissements accueillant du public, avec, vous l'avez défini tout à l'heure, des obligations en matière d'horaire. Donc vous avez un délai à respecter lorsque vous traitez à proximité d'établissements accueillant un public vulnérable, donc tout ce qui est centre hospitalier, crèche, école. Et donc on a un délai de 20 minutes avant et après à respecter par rapport aux horaires où le public vulnérable est susceptible de sortir dehors. Donc effectivement, c'est tout à fait judicieux lorsqu'on est à proximité d'une école, de se montrer vigilant sur les horaires de récréation, sur même tout simplement les horaires d'école, et pouvoir différer des traitements, les faire plutôt le mercredi ou le faire plutôt le week-end pour le coup, même si on le sait bien, on est également soumis à des contraintes de météo, des choses comme ça. Donc moi, dans ma pratique, les ZNT, on a quelques questions, on a quelques problématiques, mais on a également quand même des problématiques qui sont un petit peu plus larges que les simples zones de traitement des parcelles viticoles. On rencontre de plus en plus souvent des litiges liés plutôt au siège de l'exploitation, notamment à vos bâtiments d'exploitation, à vos cuvages, à vos bâtiments de stockage. On en a beaucoup en élevage, évidemment, autour des stabulations, des choses comme ça. On a des voisins qui se plaignent. On a une notion qu'on appelle le trouble anormal de voisinage. On a eu encore fin 2023 des décisions de justice particulièrement sévères envers des agriculteurs qui ont été condamnés à payer plus de 100 000 € de dommages et intérêts à leurs voisins parce qu'on considérait que les nuisances liées à l'activité agricole occasionnaient un trouble anormal du voisinage. Ce trouble anormal, alors en matière d'élevage, oui, on le perçoit bien, c'est le bruit des bêtes, c'est les mouches, c'est les nuisances parfois olfactives, voilà, c'est tout ça. Mais on est aussi confronté à ce genre de situation en viticulture.
Oui, il y a aussi des odeurs, il y a du bruit la nuit, il y a du bruit tôt le matin, il y a du passage de camions lorsqu'ils viennent vous livrer les bouteilles. Au moment des vendanges, il y a beaucoup d'allers-retours, on peut avoir des moucherons, on a aussi des odeurs qui ne sont pas forcément très agréables. Et donc tout ça, on a certains riverains qui se plaignent. Donc forcément, ça devient un petit peu compliqué. Forcément, dans nos villages viticoles où, de manière historique, les bâtiments d'exploitation font partie du bâti architectural, de nos spécificités et aussi de ce qui rend joli, ce qui rend magnifique nos villages viticoles. Sauf qu'auparavant, c'était habité par des salariés viticoles, des viticulteurs ou leurs familles, et qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de néo-ruraux qui adorent le Beaujolais, des pierres dorées ou ce genre de choses, et qui viennent s'installer dans nos villages sans mesurer que forcément, si c'est un village viticole, il y a des viticulteurs, il y a des activités viticoles et forcément les nuisances qui vont avec. Alors bien sûr, il y a une partie traitement, mais il y a aussi une partie vendange, vinification, passage de camions qui viennent chercher les marchandises, ce genre de choses. De manière surprenante, la loi ne nous protège pas beaucoup, du moins pas assez. Ça, c'est clair et net. C'est un constat qui est partagé par tout le monde aujourd'hui. Depuis 10 ans, on a de nombreux députés, de nombreux sénateurs qui essayent de déposer des lois, enfin des projets, des propositions de loi pour nous sécuriser davantage. Mais on a toujours quelques petites difficultés à obtenir un texte satisfaisant. Donc aujourd'hui, le trouble de voisinage, le trouble anormal de voisinage, qu'est-ce que c'est ? Bien déjà, dans le Code civil, il n'y a rien. C'est des décisions de justice qui ont petit à petit posé une définition. Donc ce trouble de voisinage, en fait, c'est finalement les juges qui vont rechercher à l'occasion forcément d'un litige si les nuisances subies par les voisins n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Donc forcément, c'est apprécié de manière très subjective. Aujourd'hui, on arrive parfois à se défendre en mettant en avant une exception d'antériorité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. Donc normalement, vous avez dû en entendre parler. Ça doit faire écho chez vous. Mais cette exception d'antériorité, donc elle se définit en 3 éléments. L'antériorité déjà de l'exploitation viticole. Donc l'exploitation viticole était présente lorsque la maison a été construite ou lorsque le riverain est venu s'installer à côté. Donc il avait bien conscience d'être à côté d'un viticulteur et donc d'activités viticoles avec toutes les contraintes que ça peut générer. Donc ça, oui, c'est une petite exception. Cette condition nous semble satisfaisante, mais cette condition, elle est aussi limitée. Il faut que l'activité viticole, pour qu'on puisse bénéficier de cette exception d'antériorité, il faut que l'activité viticole continue dans les mêmes conditions qu'auparavant. Ça veut dire que si vous exploitiez auparavant 15 hectares et que vous en reprenez 5, 10, 15, 20 de plus, qui génèrent forcément plus de passages, plus d'allers-retours, plus de volume, tout simplement de vendanges, ça peut finalement aggraver les troubles du voisinage. On est bien d'accord. Autre point, jusqu'à présent, vous apportiez votre récolte à la cave coopérative. Donc finalement, on ne subissait pas les inconvénients liés à la vendange. Eh bien là, vous changez votre mode d'exploitation, vous aggravez le trouble de voisinage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tel que le droit le prévoit, cette exception d'antériorité ne peut pas jouer en votre faveur. Et dernier point, quand même des problèmes sur ce micro. Dernier point, évidemment, il faut que votre installation soit conforme à la réglementation. On sait que la réglementation en matière viticole a une légère tendance à augmenter, voire à proliférer de manière exponentielle. Donc, lorsque vous étiez en conformité administrative en 1970 ou en 1990, ça ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, vous êtes toujours en parfaite conformité administrative. On a notamment une recherche de plus en plus large de cette notion de conformité administrative. Donc ça va être de la conformité vis-à-vis de vos permis de construire. Ça, vous allez me dire, Dieu merci, encore heureusement qu'on respecte les lois d'urbanisme. Mais c'est aussi une conformité vis-à-vis du contrôle des structures, une conformité qui peut finalement s'apprécier de manière de plus en plus large. Pour ces 3 raisons, finalement, on voit que nos viticulteurs sont assez peu protégés
par cette exception d'antériorité qui existe aujourd'hui et qui est censée leur permettre d'être dispensés, d'être exonérés d'un trouble anormal de voisinage. Alors, je vous disais que c'est une problématique qu'on a tous à l'esprit depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et que nos sénateurs, nos députés essayent de trouver des solutions. Alors, on a eu plusieurs textes qui auraient pu être l'occasion de modifier les dispositions applicables. On a eu notamment, alors ça on en a beaucoup entendu parler, une disposition qui permettait de classer les nuisances sonores et olfactives de la campagne au titre du patrimoine sensoriel de nos campagnes. Bon, et bien là c'était une belle occasion manquée puisqu'en fait le texte n'est pas revenu sur cette exception d'antériorité et les 3 conditions que je viens de vous citer. Aujourd'hui, on a une proposition de loi qui a été déposée, qui a été votée au Sénat. Et on attend d'autres éléments. L'idée aujourd'hui, ça serait d'élargir cette condition d'antériorité liée à la poursuite de l'activité agricole dans des conditions équivalentes, de passer de ces conditions équivalentes à une activité dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine de l'aggravation du trouble anormal. Sauf qu'on a bien vu que ces nouvelles conditions d'exploitation qui ne génèrent pas pour autant un trouble anormal supplémentaire, eh bien, elles ne vont pas nous aider à couvrir l'ensemble des situations. On a quand même toujours l'hypothèse d'un viticulteur qui reprend plus de superficie, qui augmente ses volumes de production. On a le coopérateur qui décide de cesser ses apports à cave coopérative et qui finalement va... pour aider à l'installation de son fils, commercialiser directement sa production, qui veut tout simplement vinifier chez lui. C'est assez légitime comme attente. Aujourd'hui, on reste quand même soumis à cette problématique de trouble anormal du voisinage. Alors, malheureusement, j'ai pas de solution, j'ai pas de baguette magique. On a peut-être quand même un point qui nous permettrait d'améliorer la situation, c'est notre vigilance à tous, au quotidien, notamment dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Aujourd'hui, il y a des consultations publiques, vous devez réagir lorsque on vient classer des parcelles situées à proximité de vos bâtiments d'exploitation, lorsqu'on vient les classer en zone à urbaniser ou en zone urbaine, et veiller à ce que de nouvelles habitations ne s'implantent pas à côté de chez vous pour éviter effectivement d'être de plus en plus perturbés par ces riverains. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je vais me placer du côté des riverains. Vous dites qu'il n'y a aucune... Allô ? Ah oui. Je vais me placer du côté des riverains. En fait, moi, quand j'ai acheté ma maison en milieu rural, donc ça ne me concernait pas trop, mais chez le notaire, justement, on m'a fait lire un texte et prendre connaissance que je signais en milieu rural. Donc moi, j'étais déjà au courant, mais j'ai trouvé que ça allait dans le bon sens. Oui, effectivement, c'est une obligation d'information précontractuelle qui existe depuis 2016-2018, mais pour autant, en fait, ça ne vous interdit pas, en tant que riverain, cette fois-ci, ça ne vous interdit pas pour autant de contester, de protester, voire de saisir la justice parce que vous considérez que vous subissez des troubles qui sont anormaux, en fait. Donc cette obligation d'information précontractuelle, c'est vrai qu'elle est très bien. De nombreux notaires en zone agricole et en zone viticole la mettent en place, mais pour autant, ça ne clôt pas tous les litiges à venir, quoi. On a notamment même des choses qui sont assez hallucinantes. On a des décisions de justice qui sont venues consacrer l'existence d'une pollution visuelle parce que des personnes avaient créé un gîte de luxe à proximité d'une installation agricole et que le fait d'avoir du matériel, des bidons, des choses comme ça qui traînaient, comme ça peut arriver parfois, même des palettes de bouteilles vides en attente d'être rentrées dans le bâtiment ou ce genre de choses. Ils ont considéré qu'il y avait une pollution visuelle qui portait atteinte à la notoriété de leur gîte et on peut se retrouver condamné à des dommages et intérêts pour ce genre de préjudice, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, simplement, on peut aussi conseiller à tous les viticulteurs et agriculteurs d'aller se renseigner au niveau des mairies et d'être actifs au niveau de l'urbanisme quand il y a des révisions de PLU ou des discussions sur des enquêtes publiques. Je pense que c'est important que chacun puisse prendre conscience de tout ce qui se passe et puis donner justement leur parole et leurs pratiques et voir un petit peu comment ça peut s'intégrer au niveau du nouveau paysage néo-rural, on va dire. Voilà, c'est important, je pense que chacun prenne ses responsabilités et soit acteur par rapport à tout ça et entamer justement un dialogue avec les nouveaux conseillers municipaux parfois qui viennent des villes pour justement on parle de communication. Donc c'est vrai qu'au niveau de la FDSEA on avait fait une réunion, enfin une formation spécifique sur la communication positive pour expliquer justement comment avoir une approche par rapport aux riverains et comment communiquer sur ces pratiques pour que justement les mécontents puissent prendre connaissance des conditions de météo, des conditions de traitement, pourquoi vous traitez. Et le fait d'expliquer, on est toujours dans un mal-être de communication, et le fait de mieux communiquer toujours et encore, c'est ça qui va pas vous sauver, mais au moins prendre conscience justement aux riverains de vos modalités de traitement et de vos pratiques agricoles justement. Tout à fait d'accord, effectivement. Aujourd'hui, il ne faut rien considérer comme acquis. C'est pas parce que vos voisins sont même petits-fils de viticulteurs qui vont pour autant se montrer plus compréhensifs envers les contraintes météo, l'obligation de traiter, ce genre de choses. Donc il faut, malheureusement, là-bas, c'est pas notre métier, c'est pas votre métier, ça rajoute des contraintes, mais il faut communiquer au maximum pour finalement désamorcer des litiges. On le voit, je le vois au quotidien dans ma pratique juridique, on a du contentieux lorsque finalement on a rompu le dialogue. Alors parfois, je veux bien croire que c'est quand même compliqué de dialoguer avec certaines personnes, mais dans ce cas-là, passer le relais aux organismes professionnels, passer le relais à la chambre d'agriculture, passer le relais parfois aux élus, aux maires, qui sont quand même assez sensibilisés sur ce genre de problématiques, même si on a de moins en moins de maires viticulteurs, ils sont pour autant quand même en mesure de nous accompagner là-dessus et de vous aider. Un témoignage ou... En tout cas, voilà, on retrouve qu'il faut toujours essayer de se battre pour que la viticulture elle reste à sa place. Et puis voilà. Merci en tout cas d'être là quand même. Je vais simplement remercier tous les intervenants. Donc, avec la Chambre d'agriculture et la FDSEA, on a organisé cette petite conférence qui se voulait très pratique. Merci à vous deux, les deux viticulteurs qui ont eu le courage de venir et de témoigner avec leur cœur. C'est important, c'est leur métier, c'est un métier passion, comme on le dit toujours. Merci Aurélie et Benjamin pour leur apport plus, on va dire, technique. Merci.